ce vendredi 13 juin 2014 à la 6e édition du festival Jazz à Louviers et plus particulièrement en compagnie des frères Boulou et Elios Ferret. Alors ils sont tous deux guitaristes et plus spécifiquement guitaristes de Gypsy Jazz ou Jazz Manouche, porteurs d'un héritage transmis par leur père et leurs oncles étroitement liés à Django Reinhardt. On vous présente d'ailleurs comme les ultimes représentants d'une dynastie de guitaristes gitans parisiens ayant façonné dès les années 30 le jazz à la française. Alors parlez-nous un petit peu de cet héritage. Est-ce que c'est difficile à porter ? Non, pas du tout. C'est pas du tout difficile à porter cet héritage. Pour la raison très simple, c'est que ça s'est fait tout à fait naturellement. Quand on est issu d'une famille d'artistes et qu'il y a ce que j'appellerais des hommes qui sont des passeurs au niveau artistique, c'est vrai que notre père, non seulement il était notre géniteur, mais aussi au niveau de nos facultés artistiques, mais aussi au niveau de notre naissance. Et ce qui a été formidable, c'est que je suis vraiment tombé vraiment dans la musique. Je pense que si papa n'avait pas été là, je n'aurais pas été artiste. Je n'aurais pas pu développer pleinement toute mon créativité artistique. Je suis né dans un milieu gitan, tzigane, gypsy, de père et de mère, artiste. Mon oncle Barrault était un homme absolument fantastique. Il a été ce que je peux appeler le créateur du bebop à 3 temps, bien avant Dave Brubeck, tout en retirant pas du tout le génie de Dave Brubeck, mais ses valses swing à 3 temps, justement incarnées par Tony Murena, Gus Wieser et André Astier et tous ces musiciens, tous ces accordéonistes extraordinaires d'avant, pendant et après la guerre. Donc papa, comment ça s'est passé pour lui ? Lui, au départ, il a été le guitariste d'Edith Piaf. Et après, pendant 10 ans, il a été le guitariste de Charles Trenet. Quand il y a eu la déclaration de la guerre, papa est rentré dans le quintet du Club de France. Stéphane Grappelli a passé toute l'occupation en Angleterre. Et Django, qui est rentré en France, a appris, comme je l'ai dit tout à l'heure au soir, à la radio, que le Führer Adolf Hitler avait brûlé le traité de paix avec Molotov et a fait rentrer ses Panzer SS en Pologne. Donc été 39, c'est la grande cabriole. Donc faute de combattants, Grappelli reste en Angleterre, Django obligatoirement obligé de reconstituer le quintet, fait appel à mon père. Et mon père et Pierre Baron-Farin deviendront ce qu'on appelle la cheville ouvrière du quintet du Club de France. C'est-à-dire que Django va reconstituer un quintet avec Hubert Rostin et les frères Ferret avec Django et Joseph Reinhardt, le frère de Django. Et à la base, bien sûr, il ne faut pas oublier un homme que j'ai très bien connu et que j'adorais, qui était Monsieur Louis Vola. Et c'est Monsieur Louis Vola à l'hôtel du Claridge en 1934-35 avec Jean Cocteau devant l'hôtel du Claridge en haut des Champs-Élysées où il y avait la chambre de George Gershwin au 2e étage que Louis dit Loulou a fait la rencontre historique de Django avec Stéphane. Que dire sur Stéphane Grappelli et sur Django ? Autant Stéphane Grappelli avait des attitudes un peu comme Michel Legrand, très bourgeoises, très 16e, comme dirait Aragon ou les beaux quartiers, mais en même temps avec ce charme artistique et merveilleux, et en même temps diamétralement opposé à la culture de Django. Ils étaient tellement diamétralement opposés, la personnalité de Django et de Grappelli est tellement en même temps complémentaire. Et donc moi je suis né dans le climat de la musique de Django, mais je suis né aussi dans le climat de la musique de Nadia Boulanger, du quatuor en fa dièse de Maurice Ravel, de Florent Schmitt, de Francis Poulenc et de l'école française, et surtout Jean-Sébastien Bach, car mon père nourrissait un culte presque biblique, presque ésotérique, presque mythique par rapport à Jean-Sébastien Bach et à tous ces grands compositeurs. Donc mon père, il m'a dit tu es gitan, mais c'est pas parce que tu es gitan que tu ne dois pas connaître qui a posé le socle de la musique. Il m'a foutu un coup de pied au cul, c'est le cas de le dire, et pendant la guerre d'Algérie,
les premiers moments de la guerre d'Algérie en France, c'était en 1956. Le général de Gaulle était au pouvoir, André Malraux après le poste de Premier ministre. Et à ce moment-là, mon père m'a foutu un coup de pied au cul et je suis rentré au Conservatoire national supérieur de Paris, dans le vieux conservatoire de la rue de Madrid. Et j'ai travaillé pendant 10 ans le piano avec le grand maître Pierre Sancan, qui était un disciple de Marguerite Long, et de Jeanne-Marie Daré, qui était pour moi l'une des plus grandes pianistes, incomparable pour interpréter tous les intégrales des concertos de Camille Saint-Saëns. J'ai travaillé pendant 10 ans le piano, et après, quand on a 18 ans, on a du culot. Et j'ai demandé à mon père, je vais devenir organiste d'église. Et là, de pied après, j'ai travaillé l'improvisation à l'orgue. Ce que beaucoup de musiciens de jazz ne savent pas, c'est que pendant des années, pour gagner ma vie, je gagnais ma vie avec les enterrements et les mariages. Et dans ma génération à moi, il était de bon ton, comme disait Duke Ellington, un pied dans la rue, un pied à l'université. Donc j'ai financé toutes mes études au conservatoire, classe d'écriture, contrepoint et fugue, et écriture, orgue, piano et guitare au conservatoire. Et voilà comment ça a commencé. À la maison, c'était un véritable conservatoire. On écoutait Django, on écoutait Grappelli, on écoutait Dizzy, on écoutait Miles, on écoutait Charlie Christian. Les gens qui ont créé le jazz, comme James Pete Johnson, Jelly Roll Morton, Bis Bederbeck et consorts, la liste est longue. Et bien sûr, tous les jours, sans relâche, on écoutait l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, Handel et les premiers quintettes de Fauré. J'ai une question que je voudrais vous poser, Boulou. Tout au long de cette soirée, on a entendu parler d'histoire. Et encore maintenant, vous venez d'en reparler. Oui. Et je pense que la musique est toujours liée à l'histoire. Oui. Alors, j'ai une question, elle est simple et compliquée à la fois. On est passé d'Haydn à de la musique beaucoup plus contemporaine. Si aujourd'hui, maintenant, là, on vous demandait d'improviser sur quelque chose par rapport à notre situation actuelle, ce serait quoi ? C'est une très bonne question parce que Jean-Baptiste Lully, qui était le compositeur du roi Louis XIV, en plein siècle des Lumières, avait dit que l'art, avant tout, est un outil politique. Donc évidemment, Chopin l'a très bien prouvé. Quand en 1830, au moment de la querelle des philippistes et des carlistes, et le retour de Charles X, Eugène Boudin, le grand peintre, est mort sur les barricades en 1830, place Saint-Martin. Porte Saint-Martin, pardon. Et Chopin s'est insurgé de la même manière que Berlioz a dirigé la Marseillaise, hissé en haut de la place Vendôme avec un sabre en train de diriger 900 exécutions pour son requiem. Donc, bien sûr que pour moi, le plus bel exemple de la résistance, de rentrer dans la résistance, de s'insurger par rapport à ce que je dirais que l'intolérance, c'est le début du fascisme. Bien sûr, Léo Ferré a dit que le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do ne veut pas dire un coup de poing sur la gueule. Mais je pense que il faut avoir une démarche politique, il faut avoir une démarche honnête. Je pense que dans une Europe aujourd'hui, où comme disait Yehudi Menuhin, dans une Europe où justement il n'y a plus de frontières, une Europe de la tolérance, où tous les peuples doivent être égaux, comme disait Thomas Jefferson, il faut parler justement du problème justement du racisme, ce qui n'est pas du tout original dans ce que je veux dire, et aussi interdit aussi aux nomades, les campements, les manouches, qu'ils n'ont pas le droit de stationner. Pourquoi ? On ne va pas reprendre la phrase de Céline qui disait oui, il faudrait interroger un Français pour remonter jusqu'à la 4e génération pour savoir s'il a 3 sous de sang de Gaulois. On vient tous de quelque part. Moi-même, je suis tzigane, et je ne peux pas renier ma francité d'être français, parce que je suis fier d'être français, j'aime mon pays. Le pays qui a fait naître Voltaire, Diderot, d'Alembert, les encyclopédistes, voire même Victor Hugo, et voire même encore plus loin, André Malraux. Mais, ce que je veux dire par là, mes grands-parents étaient des aristocrates russes. Et mes grands-parents ont fui la révolution russe pour arriver à Paris. Donc, c'est vrai que, comme disait Talleyrand, l'immigrant est toujours un étranger de l'intérieur, extrait du Diable boiteux. Mais c'est vrai, il faut s'insurger. Il faut faire, comme disait Mozart, des belles notes qui s'aiment entre elles. Et je pense que la meilleure façon de faire de la musique, c'est essayer de rapprocher les peuples. C'est pas faire de la psychothérapie,
c'est faire de la solothérapie. Donc, de toute façon, ça serait quelque chose qui va vers l'espoir. Mais oui, parce que Pierre Boussaguet, qui a du vécu, qui a eu des souffrances dans sa vie, qui a souffert pour être où il en est, dans sa vie privée, dans sa vie de musicien, comme moi, je pense qu'il y a ce que j'appellerais moi, quand je dis il faut rentrer dans la résistance, je dis que aujourd'hui il y a le compte à rebours. Il y a le curseur est là. Donc il faut arriver dans ce monde aujourd'hui électronique, le monde, la micro-informatique, du web, de l'internet et du téléphone portable, je ne dirais pas que nous sommes dans un Moyen-Âge électronique, mais je dirais qu'on est dans un monde à deux vitesses, entre l'ancien monde qu'on a connu et le monde d'aujourd'hui. Mais malheureusement, comme a dit Herbert George Wells, tous les siècles se ressemblent. Et donc, pour parler de Pierre ou de moi-même, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire la musique et continuer à jouer, et que quand on fait un solo, de jouer comme si c'était la dernière fois qu'on allait jouer. Parce que la musique, c'est une question de vie ou de mort. Sacha Guitry a dit une chose, quand vous êtes acteur, vous jouez au cinéma, vous avez joué plusieurs fois. Coupez, on recommence. Au théâtre, non, on joue une seule fois. Et le reportage, principe actif. Vous parliez de Pierre justement, Pierre Boussaguet, qui ce soir vous accompagne à la contrebasse. On l'a croisé... Soliste. Il est soliste, pardon. Merci Boulou, c'est lui qui l'a dit. C'est un soliste et un concertiste. Je ne voulais évidemment offenser personne. Et on vous a croisé à plusieurs reprises sur ce festival Jazz à Louviers. C'est quoi un petit peu l'histoire de la rencontre avec les frères Ferré? Comment ça s'est passé? Boulou, t'écoutes la rencontre, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, la rencontre avec les frères Ferré, moi je suis arrivé à Paris le 7 février 85 et je pense que ce soir-là, ou maximum 2-3 soirs plus tard, il y avait un lieu magique à Paris qui s'appelait le Petit Opportun. C'était un lieu où tous les musiciens de jazz de près ou de loin, se retrouvaient. Quiconque avait par exemple un concert à faire, une soirée privée à Limoges, rentrait dans la nuit, ou de Dieppe, ou de n'importe où. Et que ce soit 1h du matin, 2h, 3h, 4h, tout le monde se retrouvait au Petit Opportun. Donc c'est là où j'ai commencé à croiser les frères Ferré. Et on est devenus copains qui se croisent, donc qui se connaissent sans se connaître, mais copains du Petit Opportun, comme des centaines de musiciens. Et puis je me souviens d'une fois, longtemps après, on s'est croisés dans la rue une après-midi. Je me souviens de ça, pas loin de Châtelet. Et un jour, oui, alors Boulou comme Elios me disent « Ah, salut, bonjour, ça va bien, comment vas-tu ?» Ah, et puis on bavarde comme ça 2-3 minutes. Il faut vraiment qu'on joue ensemble. Et sur un coup de tête, j'ai dit écoutez, ça suffit. Maintenant, j'en ai assez. Ça fait bientôt 10 ans qu'on en parle, mais vous ne m'appelez jamais. Et les deux m'ont dit je te promets, on t'appelle. Moins d'une semaine après, vous m'avez appelé pour je ne sais plus quel concert. Et puis voilà. Et moi, au moment où j'ai dit ça, ça m'a pris une énergie incroyable, un culot. Il a fallu que je rassemble tout mon culot pour ça. Mais en même temps, j'ai compris ce jour-là qu'en fait, j'ai compris déjà un petit peu de carpe diem. Si on ne demande pas, ça ne va pas venir. Yes. Et comme je voulais jouer avec eux, ben, il fallait bien qu'à un moment, il y en ait un des trois qui disent aux deux autres, bon, ben alors on y va ou on n'y va pas. La première fois, une des premières fois où j'ai eu la chance d'avoir joué avec Pierre. C'est ce que tu vas raconter. Je pense que Pierre, tu m'arrêteras si je dis une ânerie phénoménale. Pierre était au Festival de Samoa, je crois qu'il était avec Jackie Terrasson. Tu n'étais pas avec Barney Whelan et tu m'as raccompagné en voiture, on devait jouer au Marshall. Tu n'étais pas avec Barney Kessel? Non, Barney Whelan, avec Jackie. Tu étais à Samoa. J'étais à Samoa. Avec qui je me rappelle. Il me semble que pour moi, tu étais dans le quartet de Barney Whelan avec Jackie. Et tu m'as dit, bon Boulou, c'est pas tout ça, il faut qu'on se barre, on prend la voiture, on va au Marshall. Et on a été joué avec Sangomar. C'était avenue Franklin Roosevelt dans un club magnifique. Il y a Phil Woods qui était passé faire le bœuf. Voilà. Et il y avait Nico Bunic. On a joué là.
Et cette histoire, elle dure depuis combien de temps entre les frères Ferret et Pierre Boussaguet? Depuis combien de temps? Parce que là, Plus de 10 ans. Ouais, plus de 10 ans. Depuis 10 ans. Depuis qu'on joue ensemble, on va dire les années 90, ça te cassait 90, 92 Oui, parce que Pierre a participé à pratiquement à 5 enregistrements avec, bien sûr, on ne peut pas ne pas le citer, le fabuleux pianiste bebop Alain Jean-Marie. Après, plusieurs fois, il est venu participer à ma résidence, où je suis depuis 6 ans, à l'Opéra Comédie de Montpellier, où on était avec Georges Moustaki, avec Didier Lecoud, avec Biry Lagrène, avec Philippe Catherine. D'ailleurs, Philippe est arrivé cet après-midi, il joue demain ici. Et donc, Pierre, excuse-moi Pierre, mais c'est vrai, je le dis, Pierre a joué avec tous les plus grands. Tous les plus grands. Il a joué avec Dizzy Gillespie, il a joué avec Clark Terry, il a joué avec Hyperion, avec des guitaristes comme Herb Ellis, Joe Pass, Barney Kesson, Sacha Distel, il a joué avec tous les crats. Et là, il est avec mon héros. Parce que lui, c'est mon héros. Et c'est mon héros de mon enfant. Il est avec le grand Michel Legrand. Alors on a parlé de Django, de beaucoup d'autres artistes. Il y a une pensée particulière faite par Jazz à Louviers cette année. On pense à Paco de Lucia, autre illustre guitariste décédé cette année, que le festival de jazz a décidé d'honorer, ce festival de Jazz à Louviers évidemment. Quel lien ou quelle différence il existe entre le jazz manouche et le flamenco? Est-ce que c'est les mêmes racines, c'est lié, ou il y a deux trajectoires différentes? Voilà, je suis un peu profane et là je compte sur vous pour éclairer ma lanterne. La seule idée qui me vienne comme ça, là, vous me prenez à brûle-pourpoint, je crois que ces musiques-là, elles ont un fondement, et elles ne sont pas les seules, mais c'est de là. Il y a déjà c'est un sens du blues. Mais du blues au sens large, je veux dire par là que le blues est une forme musicale, mais c'est l'expression à la fois d'une souffrance et d'une souffrance, d'un essentiel, mais aussi d'une joie et d'une fureur de vivre. Le flamenco, c'est pareil. La musique manouche, c'est pareil. Le tango, c'est pareil. Et c'est pour ça, alors, je fais comme Boulou, peut-être au risque de déplaire, et je m'en fiche. Alors, je m'en fiche parce que je crois vraiment ce que je vais dire. C'est pour ça que ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on peut travailler toutes les musiques du monde. On peut travailler comme un fou dans sa chambre. On peut aller à l'école tant qu'on veut, avoir les plus grands professeurs. Ça ne suffit pas s'il n'y a que ça. Il faut se poser une question. Pourquoi je fais ça ? Il faut que ça commence par un désir d'amour, avec un grand A. Ça rejoint un petit peu le propos politique qu'avait Daniel et Boulou tout à l'heure. Il y a une quintessence, une raison d'être... Absolument. Je vous prends un exemple. Boulou parle sans cesse de Michel Legrand. J'ai la chance de travailler avec lui et de le côtoyer régulièrement. Si vous prenez un des plus grands succès, on va parler de l'histoire, mais c'est l'histoire du cinéma, c'est l'histoire de la musique du XXe siècle. Vous prenez une œuvre comme Les Parapluies de Cherbourg, tant l'image que le son. Voilà une œuvre qui a fait le tour du monde. Elle est née de quoi ? Elle est née de deux hommes qui ont une vision, qui ont envie de tenter une expérience qui n'a jamais été tentée. C'est-à-dire d'avoir des dialogues qui sont chantés d'un bout à l'autre, sans rime. Il n'y a pas un vers, il n'y a pas un alexandrin, il n'y a rien du tout. Avec bonjour Philippe, as-tu fini la vidange de l'auto de Monsieur Jean? Oui, non, je n'ai pas eu le temps, il me manque le filtre à air. Voilà. Et tout ça était mes paroles. C'est quoi au départ cette idée? C'est une idée de résistance. C'est Jacques Demy qui écrit un script sur une histoire qui est ce qu'elle est. J'ai appris que le titre original au départ du script, c'était pas les Parapluies de Cherbourg, c'était L'infidélité ou les Parapluies de Cherbourg. Ça s'appelait comme ça. Et de là, il y a la vision de deux hommes, deux artistes, deux enfants. Les enfants n'ont pas de limite. Qui se disent, et Michel dit à Jacques Demy, mais ça c'est musical ce que tu as fait.
Jacques Demy lui dit mais non, mais comment ça musical? Mais si, ça c'est le musical. Et de là, ils essaient, l'un avec l'autre, ils essaient d'inventer quelque chose. Et c'est un miracle si le film a vu le jour. Donc c'est quoi? C'est fondamentalement une vision, donc une résistance. Et alors je suis plongé depuis pas mal de temps dans Cocteau, et il y a une phrase. Ça fait, je sais pas, ça fait 3 mois qu'elle me tourne dans la tête, parce que toutes les phrases de Cocteau, on pourrait les accrocher contre un mur. Mais il y en a une parmi des milliers qui est terrible. Il dit, je ne veux surtout pas le déformer, il dit « L'art a pour mission de tuer l'habitude. Point. L'artiste se charge de lui tordre le cou. » Et je trouve que c'est formidable. Daniel. Oui, j'ai posé une question à Boulou tout à l'heure sur le présent ou le futur proche. Moi, j'aimerais vous poser une question sur votre passé. J'ai cru comprendre que la première fois que vous aviez été à un concert de jazz, vous n'étiez pas totalement convaincu. C'est vrai ou pas? On m'y a amené de force. On vous a amené de force. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que j'essaye de faire partager la passion du jazz à travers différentes façons d'expression, c'est qu'est-ce qui vous a amené à ce jour-là à avoir le déclic? Je vais vous conter simplement l'anecdote. Mon meilleur ami à l'époque était batteur de jazz, mais en fait il a fait des études de chef d'orchestre classique. Et moi j'étais accordéoniste de bal, j'avais déjà mon orchestre, et il me dit il faut absolument, alors lui il était fou de jazz, il me dit il faut absolument que tu viennes. Je dis ma mère n'acceptera jamais que je sorte en semaine, c'était pas dans les mœurs de la famille. Par contre, en revanche, j'avais le droit d'aller faire des balles jusqu'à 4h du matin le week-end. Mais en semaine, pas question de regarder le film ou d'aller au théâtre. Bon, c'était comme ça, peu importe. Et donc, il me dit, je vais parler à ta mère. Donc, il la convainc, et nous voilà partis à ce concert. Et c'était un concert du pianiste Ray Bryant, je me souviens, au théâtre à l'italienne, à Albi. Et lui m'a rapporté, moi je me souviens simplement avoir été choqué, mais je ne me souviens pas des détails. Et ils ont fait une présentation comme ça se faisait à l'époque dans le jazz classique, c'est-à-dire le maître des cérémonies arrive et dit j'ai le plaisir, bonsoir mesdames et messieurs, de vous présenter ce soir Monsieur Ray Bryant. Il commence d'abord par le batteur. À la batterie, Monsieur Bill English, avec une très très courte biographie. Puis il y a un monsieur qui arrive avec une paire de baguettes, et il s'assoit et c'est parti. Et là, pendant qu'il fait son introduction, oui, à la basse, nous avons ce soir Monsieur Jimmy Rouser. Et je vois arriver un gros nounours en costume en velours clair, avec des pompes rouges. Je dis bien des pompes rouges. J'ai mis 30 ans à accepter l'idée d'acheter des mocassins rouges. Ça y est, je les ai. Depuis 5 ans, et de temps en temps, je les mets dans la semaine en me disant « Rouge comme ce siège-là, c'est beau, mocassins rouges ». Et là, je vois cet homme qui arrive. Je connais rien à cette musique. Il y a juste un batteur qui fait... Il prend la basse, j'entends POC, il allume l'ampli, et je me souviens de la ligne de basse. C'était un blues en do, ils ont joué Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Sol, La, Si, Si, Do. Je ne sais pas pourquoi, le pourquoi du comment, mon cerveau a capté ça. Et j'ai attrapé la main de mon ami, je dis, tu vois, c'est ça que je ferai un jour. Et je ne sais pas, mais alors, en même temps c'est terrible parce que je ne réponds absolument pas à votre question. Je vous raconte l'histoire telle que je l'ai vécue, mais le pourquoi du comment, je n'en ai pas la moindre idée. Donc on a l'histoire, et puis je voudrais juste vous dire une chose, que ce que vous le faites merveilleusement bien. Ça c'est très gentil. Donc non, c'est pas gentil, c'est sincère, c'est différent. Oui, c'est vrai, vous avez raison. La sincérité n'est pas nécessairement de la gentillesse. Gentil, c'est pas être sincère. Et moi, je vous le dis sincèrement. Mais en tout cas, merci pour votre sincérité alors. Du coup, ce soir, je vais téléphoner au psy, lui dire que j'annule tous nos rendez-vous. Que vous mettrez vos mocassins rouges tous les jours. Voilà, absolument. Et qu'il me tarde de me reposer pour demain matin prendre ma basse et travailler. Voilà. Il y a une dernière phrase que je voudrais dire pour conclure avec ce que disait mon ami Pierre Boussaguet. C'est que... Merci Pierre. Ce qui est formidable, c'est que je crois que je ne voudrais pas que vous puissiez penser un seul instant que mon humilité n'est autre que le manteau de mon orgueil. Mais je pèse bien mes mots parce que je suis très sensible aux mots. Je pense qu'il y a des musiciens
dont je ne citerai pas les noms, qui jouent magnifiquement bien de leur instrument, comme ils pourraient très bien conduire leur véhicule, mais ils jouent un instrument. Chez Pierre, que je côtoie depuis, une quinzaine d'années, voire même plus, comme Alain Jean-Marie, comme cet homme malheureusement qui m'a quitté, que j'adorais, qui était Barney Whelan. Ces personnes-là, ils ne sont pas dans le prêt-à-porter, ils sont dans le prêt-à-penser. Et on est dans le prêt-à-penser. Merci à vous, Boulou Ferré et Pierre Boussaguet, d'être passés par nos micros. Merci pour cet échange. Il sera bien sûr à retrouver en podcast sur le site internet de notre radio www.principeactif.net. On pourra également le retrouver peut-être sur la radio de Daniel. Est-ce que tu peux nous redire le nom de ta radio ? Alors la radio s'appelle Heure du Blues et on va retrouver ce podcast sans aucune hésitation.